C'est la première fois où j'ai un collègue تاعك نعت لي à peu près. Donc normalement بدات ça marche. Ouais. Bonjour, est-ce que vous entendez le son? Oui, on vous entend, docteur. Ok, d'accord. Merci. Donc on va commencer. S'il y a la moindre anomalie, vous me la signalez, hein, s'il vous plaît. D'accord, comme ça on peut remédier. Donc bonjour à tout le monde. Donc ça sera moi, donc Dr Boussi, qui vous enseigne aujourd'hui à la place du Dr Kalboua. Et du coup, donc on va voir ensemble donc la diarrhée aiguë déshydratation dans un premier temps, et puis donc la dénutrition. Donc on va tout de suite commencer pour ne pas trop avoir du retard. Donc on commence par la diarrhée donc la aiguë. Donc vous avez donc la diarrhée aiguë est un motif de consultation fréquent en pratique pédiatrique, donc pas autant que la fièvre ou tout autre symptôme. Mais ce qui nous inquiète le plus, ça sera donc, lorsque cette diarrhée donc, elle survient chez un jeune enfant, donc, en l'occurrence donc, un nourrisson, âgé de moins de 2 ans. C'est les 2 premières années de vie où cette diarrhée peut être potentiellement mortelle du fait de la déshydratation qu'elle engendre. Donc, du point de vue donc, de la définition, l'OMS définit donc, une diarrhée par l'émission d'au moins 3 sels molles ou liquides dans une journée. Et puis cette diarrhée aiguë s'intègre habituellement dans ce qu'on appelle la gastro-entérite aiguë, donc le tableau de gastro-entérite aiguë, qui elle est définie par donc la gastro-entérite aiguë. Attendez, donc je m'approche du micro, comme ça vous puissiez mieux entendre. Donc la gastroentérite aiguë donc, est une modification brutale de la consistance des selles par rapport à l'état antérieur, c'est-à-dire qu'elle devient molle. Donc, au début, donc, la selle était bien moulée, donc, puis devient molle ou carrément donc, liquide. Et également, il peut y avoir aussi donc, une augmentation de sa fréquence qui dépasse donc, les 3 selles par 24 heures. Donc cette diarrhée peut s'accompagner de fièvre ou de vomissement. Et le caractère donc, aigu veut dire qu'elle ne dépasse pas donc, les 14 jours. Donc, si elle dépasse les 14 jours, donc là, on rentre dans la définition de la diarrhée chronique. La diarrhée aiguë, habituellement, donc, elle a une étiologie qui est infectieuse. Donc, vous savez tous, donc, l'origine infectieuse, ça peut être un virus, ça peut être une bactérie donc, ou un parasite. Mais la cause la plus fréquente qu'on retrouve essentiellement, c'est la cause donc, la virale. On va aborder les étiologies donc, en détail par la suite. Du point de vue donc, épidémiologique, cette diarrhée aiguë, comme je vous l'ai dit, donc, peut être responsable de mortalité donc, élevée, notamment donc, là, chez les moins de 2 ans. Et on voit que dans le monde, donc, il y a différentes prévalence donc, de cette diarrhée donc, aiguë et de cette mortalité due à la diarrhée aiguë. On voit donc, des pays qui sont en rouge où la mortalité est très élevée. Donc, c'est des pays où règne donc, une pauvreté, donc, avec un niveau de vie donc, bas. L'Algérie se situerait à un niveau donc, intermédiaire. Donc, et, auparavant, donc, la diarrhée aiguë était la première cause de décès chez les enfants en Algérie, était le deuxième motif d'hospitalisation après les infections respiratoires aiguës. Mais grâce donc, aux programmes nationaux de lutte contre les maladies diarrhéiques, donc, ça a permis donc, de baisser la mortalité. Le dernier chiffre qu'on a en 2008 était de 1,2% de mortalité. Donc, on n'a pas de données récentes, mais donc, dans notre expérience pratique quotidienne, donc, on voit bien qu'il y a de moins en moins donc, de décès qui sont rattachés donc, à la diarrhée, fort heureusement. Du point de vue physiopathologique, donc, la diarrhée se constitue donc lorsqu'il y a une élimination trop rapide donc, de sel et quand cette sel donc, contient donc, une grande quantité d'eau. Ça se produit donc, lors de 2 mécanismes principaux. Vous avez soit donc, des troubles de la sécrétion, soit des troubles de l'absorption. Donc, les troubles de la sécrétion, tout d'abord. Donc, généralement, ce mécanisme-là, on l'observe
surtout quand l'origine est virale, essentiellement. Donc, mais on peut l'observer aussi lorsque la cause est bactérienne, notamment dans le choléra. Et lorsque la diarrhée donc, là, est virale, donc, notamment le rotavirus, donc là, ce sont donc, là, des toxines, ce sont donc, là, des toxines que libère donc, là, ce virus qui sont responsables de ce mécanisme-là et qui provoque donc, une diarrhée qui est dite aqueuse. Donc, à l'inverse, donc, les troubles de l'absorption, donc essentiellement, ça s'observe donc dans les diarrhées dites invasives. Ces diarrhées donc, invasives euh, s'observent lorsqu'il y a une destruction des entérocytes avec effraction villositaire et l'origine principale étant une infection donc, par une bactérie. Donc, ce sont les bactéries qui sont le plus souvent pourvoyeuses donc, là, de ce type donc, là, de diarrhée. Et parfois, en plus donc, là, des troubles de l'absorption, on peut avoir aussi de la nécrose donc, là, cellulaire, ce qui nous donne donc, ce qu'on appelle un syndrome donc, la dysentérique, c'est-à-dire donc, avec des selles qui contiennent donc, des glaires et du sang, donc ce qu'on appelle des selles glérosanglantes. Donc c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on a des selles glérosanglantes, donc là on est dans un syndrome dysentérique et là on va suspecter plus volontiers donc, une cause bactérienne. Alors que lorsqu'on a donc, une diarrhée qui est aqueuse, il n'y a ni sang ni glaire, et là on va privilégier donc, l'origine virale. On va aborder donc chaque étiologie une par une. Donc on va commencer par la plus fréquente, étant donné donc la diarrhée donc la virale. La diarrhée virale donc c'est la plus fréquente donc l'origine étiologie donc des gastro-entérites aiguës donc de l'enfant, notamment les moins de 2 ans. Et ces diarrhées virales donc comme on l'a vu donc elles sont plus volontiers aqueuses, d'accord. Et également souvent donc entraînent donc un état de déshydratation. Donc, le rotavirus étant le virus donc, là, le principal qui est à l'origine donc, là, de ces gastroentérites. D'autres virus également peuvent être incriminés, mais c'est le virus donc, là, qui est le plus fréquent. Donc, on n'a pas d'épidémiologie précise donc, là, en Algérie, mais sachez par exemple donc, là, en France que le rotavirus donc, était le principal agent, mais depuis donc, la vaccination, donc, puisque dans ce pays-là, on vaccine contre le rotavirus, ben, il y a eu émergence d'autres virus comme le norovirus, par exemple. Donc là, chez nous, dans notre contexte, on suppose que le rotavirus étant le principal. Donc si on veut en savoir un peu plus donc, là, sur ce virus, donc, c'est un virus qui est, dont la dose donc, infectante est faible et qui est très résistant dans le milieu donc, extérieur. Donc, ça survient par épidémie donc, hivernale, donc, de novembre donc, à mars. Donc là, on n'est pas dans cette période-là, donc on est sorti de cette période-là, et avec des contaminations intrafamiliales et dans les crèches. C'est-à-dire que, donc, vu sa résistance dans le milieu extérieur, donc la contamination peut être donc féco-orale, c'est-à-dire donc du fait de l'hygiène des mains, et les enfants peuvent se contaminer donc, entre eux, soit lorsqu'ils sont en collectivité, par exemple dans des crèches, soit entre frères et sœurs, donc dans la famille, s'il n'y a pas des mesures d'hygiène s'ils ne sont pas respectées. Donc l'incubation généralement dure donc, de 2 à 4 jours. Cliniquement, donc, là, ce rotavirus étant le premier agent responsable de gastroentérite sévère chez le nourrisson de moins de 6 mois. Et il y a de la fièvre à ce moment-là, avec altération de l'état général et des vomissements fréquents. Des convulsions hyperthermiques sont possibles, donc avec une CRP donc élevée, mais rien de spécifique dans ce cas-là. La diarrhée atteint son maximum au bout de 24 à 48 heures. Et c'est durant cette période-là qu'il y a le risque de déshydratation, si des mesures préventives ne sont pas respectées. Et le rotavirus peut être mis en évidence par une copro, analyse donc, des selles, donc par des techniques donc, particulières. La guérison s'observe généralement, elle est assez rapide, en moins de 4 jours. Donc c'est la raison pour laquelle donc, il faut être très attentif durant donc, les 24 à 48 premières heures. C'est là où il y a le risque principal qui est celui de la déshydratation. Donc les autres virus qui peuvent en être responsables également, donc, vous avez donc le norovirus, mais également beaucoup d'autres virus. Le norovirus peut également donc, toucher donc, l'adulte, donc là, l'adulte peut lui-même donc, contaminer donc, un enfant. Voilà ce qui est donc, là, de l'étiologie donc, virale. Pour ce qui est donc, là, de la diarrhée donc, la bactérienne, donc, la diarrhée bactérienne elle peut être également aqueuse, comme dans le choléra. Le choléra étant un cas donc, exceptionnel, un cas donc, à part.
des origines donc, bactériennes, mais souvent dans les diarrhées donc, bactériennes, la selle elle est glérosanglante, c'est-à-dire qu'il y a du sang dans la selle. Cette diarrhée donc glérosanglante peut également s'observer, sachez-le, donc, en cas d'infection à rotavirus. Hein. Même si souvent donc, on dit que le rotavirus donne des diarrhées aqueuses, donc il faut savoir aussi qu'il y a certains cas où la diarrhée peut être également glérosanglante. Mais habituellement, dans la grande majorité donc, des cas, gardez à l'esprit que donc, diarrhée aqueuse égale diarrhée donc, virale, et donc rotavirus jusqu'à preuve du contraire. Diarrhée glérosanglante donc, égale diarrhée donc, la bactérienne également jusqu'à preuve du contraire. Donc la coproculture, donc, on serait tenté donc, de la réaliser chez certains enfants, pas systématiquement, mais si on a ces critères-là, eh ben, on est tenté de pratiquer une coproculture. Donc, il s'agit donc, si on a un syndrome infectieux sévère, si on a une diarrhée qui se prolonge, qui est prolongée au-delà de 14 jours, si on a une mauvaise tolérance clinique avec un état général donc, très altéré, et surtout chez les très jeunes enfants, les moins de 6 mois et a fortiori les moins de 3 mois. Donc, dans ce cas de figure-là, on va faire donc, des coprocultures essentiellement pour distinguer l'origine bactérienne de l'origine virale. Et si l'enfant est hospitalisé, pour distinguer un germe communautaire, c'est-à-dire une bactérie communautaire, d'une bactérie nosocomiale, c'est-à-dire qui pourrait provenir de l'hôpital, c'est-à-dire une contamination à l'hôpital. Donc c'est ça l'intérêt de la coproculture dans ce cas-là. Donc, sinon, donc, les bactéries en elles-mêmes qui en sont responsables, donc, nous avons donc, les salmonelles. Donc, les salmonelles, donc, la fièvre typhoïde donc, due à Salmonella typhi, vous avez eu l'occasion de l'aborder l'année passée donc, en infectiologie. Donc là, mais chez l'enfant, c'est beaucoup plus donc, les salmonelles qui sont dites donc, non typhiques qui sont prédominantes. Le portage peut être asymptomatique, c'est-à-dire qu'un enfant peut être asymptomatique, ne pas présenter de diarrhée et être porteur de salmonelle et être du coup contaminant pour les autres. Voilà, il faut le savoir. Et puis, le risque principal donc, de ces salmonelloses, donc, chez les jeunes nourrissons de moins de 6 mois, puisqu'il y a un risque donc, de bactéries, donc de passage donc, à partir d'une porte d'entrée digestive, et avoir donc, une bactérémie, un passage dans le sang avec des localisations secondaires, notamment méningées. Donc, on a souvent observé donc, des cas de méningite à salmonelle suite secondairement donc, à des gastroentérites à salmonelle. Donc, l'Escherichia coli, voilà, donc germe également, je pense, connu de vous. Là, l'Escherichia coli, on a plusieurs variétés, variantes donc, de ce germe-là. On peut avoir donc l'entéropathogène qui est responsable de la diarrhée, donc notamment donc, infantile dans le tiers-monde, surtout donc, dans les pays donc, en voie de développement, donc lié à l'insalubrité, donc aux mauvaises conditions d'hygiène. Et puis vous avez donc l'Escherichia coli entérotoxinogène qui est connu pour provoquer donc la diarrhée dite donc, des voyageurs, donc chez l'adulte, donc notamment donc, les touristes qui vont dans des pays également donc, qui sont faibles donc, mesures d'hygiène. Et puis vous avez donc l'Escherichia coli entéro donc hémorragique, donc cette bactérie-là est notamment connu pour sa responsabilité dans le syndrome, ce qu'on appelle le syndrome hémolytique et urémique. Vous aurez l'occasion d'aborder cette maladie-là, certainement lorsque vous ferez des syndromes donc, hémorragiques. Donc là, ça donne un syndrome hémolytique, donc une hémolyse, avec une urémique, c'est-à-dire avec une insuffisance rénale et aiguë. Donc, et souvent, donc, avant donc, le déclenchement, l'apparition de cette maladie, on s'aperçoit que l'enfant a fait donc, une gastroentérite à Escherichia coli. Donc la Shigella, autre bactérie, donc là on dispose de plusieurs donc, sérogroupes, mais également donc, la particularité de ces Shigella, tout comme donc, la Escherichia coli, c'est qu'elle peut être sécrétrice donc, de toxines et du coup également peut évoluer vers un syndrome hémolytique et urémique. Donc l'autre particularité donc, de la Shigella, c'est qu'elle peut être à l'origine de troubles neurologiques, notamment de convulsions. Et la raison pour laquelle, donc là, si on a un enfant qui a de la fièvre, qui a de la diarrhée et qui en plus donc, la convulse, donc il ne faut pas hésiter à demander une contre-culture. Il pourrait s'agir d'une Shigella. Pour ce qui est du Campylobacter jejuni, donc il est plus fréquent chez les enfants un peu plus âgés, donc au-delà de 5 ans. Donc elle est assez fréquente, mais comme on ne fait pas de coproculture systématiquement, donc on n'a pas d'idée sur vraiment donc, quelle en est son incidence. Donc là, le germe donc, ne peut être isolé qu'après le 5e jour donc, du début donc, de la diarrhée.
Et généralement, donc, il peut persister également plusieurs semaines après guérison clinique, donc avec un risque là aussi donc, de contamination pour la collectivité. Donc le choléra sévit généralement de façon endémique. Donc, on a tous en image donc, les épidémies de choléra dans les pays d'Afrique, où justement donc, règnent donc, les mauvaises conditions d'hygiène, où c'est des maladies généralement dites à transmission hydrique, c'est-à-dire donc liées à l'hygiène de l'eau, donc les conduites lorsqu'il y a donc pas d'assainissement donc là des eaux. On a eu donc en Algérie donc nous-mêmes donc une épidémie de choléra donc même tout récemment. Donc là c'est des diarrhées vraiment donc là, qui sont résiformes, c'est-à-dire c'est comme de l'eau de riz donc complètement aqueuse, d'accord, avec un risque de déshydratation donc, assez important. Hein. Donc le staphylocoque, c'est le germe qu'on incrimine dans ce qu'on appelle les toxi-infections alimentaires. Donc à chaque fois qu'on fait une toxi-infection alimentaire du fait d'une insalubrité donc, de certains aliments, notamment donc, des viandes et des produits laitiers, donc c'est probablement donc, que le staphylocoque en est à son origine. Donc pour finir donc, avec les étiologies, donc, on parlera donc, de diarrhée donc, parasitaire. Donc les diarrhées parasitaires, donc, elles sont plus rares donc, chez l'enfant, elles sont plus responsables de diarrhée chronique, notamment la giardia, que de diarrhée donc, aiguë, mais gardez à l'esprit que c'est toujours possible. Hein, d'accord. Surtout lorsque cette diarrhée donc, survient sur un terrain d'immunodépression ou de dénutrition. Donc, si l'enfant est dénutri ou bien qui est immunodéprimé, donc là, ils sont un peu plus vulnérables face à ce type de diarrhée. Donc là, pour ce qui est donc, de l'évaluation clinique, donc l'évaluation clinique donc, devant une gastro-entérite aiguë, principale donc, l'évaluation clinique, notamment, ça va être bien sûr d'évaluer le retentissement. Donc le retentissement de cette diarrhée, c'est la déshydratation. Donc on va aborder ce chapitre donc, dans les suites. Mais sinon, sur le plan clinique, pour essayer donc, de distinguer une origine bactérienne d'une origine virale, donc il n'y a pas de symptômes spécifiques, donc ce n'est pas vraiment très clair, mais on supposerait que si on a une fièvre élevée plus de 40, si on a du sang dans les selles, si l'enfant présente des douleurs abdominales et si on a une atteinte des troubles, si on a des troubles neurologiques, donc souvenez-vous donc de la Shigelle, donc là on serait plus dans une origine donc la bactérienne. Par contre, si on a des vomissements et on a des symptômes respiratoires, donc ça peut être une cause virale, puisqu'il y a certains virus donc, qui peuvent également donner donc, des symptômes respiratoires. Donc, mais rien n'est spécifique donc, à une cause en particulier. Donc là, aussi, donc, la première question qu'on doit se poser donc, lorsqu'on a un enfant qui a de la diarrhée, c'est de vérifier si cet enfant-là est à risque de déshydratation sévère, puisque là, dans la diarrhée aiguë, donc, la crainte principale donc, du médecin, c'est que l'enfant se déshydrate sévèrement et qu'il ne fasse donc des complications. Donc, quels sont les enfants qui sont à risque de déshydratation sévère? Eh bien, ce sont donc les plus jeunes, donc les âgés de moins de 6 mois. S'ils ont des antécédents particuliers, notamment de prématurité, s'ils sont nés avec un retard de croissance intra-utérin, s'ils ont une quelconque donc, la maladie sous-jacente, quelle qu'en soit son origine, qu'elle soit cardiaque ou respiratoire ou autre. Donc là aussi, ces enfants-là doivent être pris en considération. Si on a un fort débit de sel avec des selles plus de 8 selles par jour ou plus d'une selle par heure, c'est-à-dire chaque heure que l'enfant fait des selles, ou bien plus de 4 épisodes de vomissement par jour. Et si en fortiori, donc là, également l'enfant n'a pas pris de SRO, ou bien qu'il y a eu donc la tentative donc, là, de prise de SRO, les SRO, donc on va les détailler par la suite, c'est le traitement de la déshydratation donc, là, par voie orale. Donc, c'est des selles de réhydratation. On les détaillera donc, là, par la suite. Les examens complémentaires dans ce cas-là, ils n'ont pas grand intérêt. Donc là, surtout si l'enfant n'est pas à risque, donc comme on l'a vu précédemment, si l'enfant n'en a pas, ne rentre pas donc, là, dans ces critères-là, et si n'est pas déshydraté, donc il n'y a pas lieu donc, de prescrire des examens complémentaires. Par contre, si on décide, donc, si l'état de l'enfant est inquiétant, qu'on décide de garder l'enfant à l'hôpital, même en hôpital de jour, donc ne serait-ce que pour une observation plutôt. Donc là, il serait donc intéressant donc, de pratiquer un ionogramme de plasma sanguin, puisque donc, la diarrhée peut être à l'origine de troubles électrolytiques tels que des hyponatrémies, hypocalémies ou autres.
Donc là, la coproculture, elle peut également être pratiquée à cette occasion-là, et surtout si on nous rapporte donc la notion donc, d'épidémie aux collectivités, c'est-à-dire si cet enfant-là provient d'une crèche, d'une garderie où il y a plusieurs cas donc, de diarrhée, de gastroentérite, ou s'il y a de la diarrhée qui est fébrile ou gléro-sanglante, et prolongée plus de 48 heures. D'autres bilans infectieux pourront également être prescrits si on a bien sûr, donc on est en situation d'infection bactérienne sévère, donc un sepsis nucléaire sévère avec vraiment un état général très altéré chez cet enfant-là. Donc la prise en charge thérapeutique, principalement, il s'agira donc là, de réhydrater donc, l'enfant, puisque vous l'aurez compris, donc la complication principale de cette diarrhée aiguë étant la déshydratation. Donc la réhydratation, donc, on va l'aborder en détail au chapitre déshydratation, dans le chapitre qui va suivre tout de suite. Sinon, donc, de point de vue sinon, de point de vue du traitement spécifique à la diarrhée en elle-même, donc du point de vue donc, nutritionnel, donc, il n'y a pas lieu d'arrêter une quelconque alimentation. Donc, parce qu'il y a autour de la diarrhée donc, aiguë, il y a beaucoup d'idées reçues, donc, de fausses croyances. Donc, le fait donc d'arrêter donc l'alimentation, d'arrêter toute alimentation lactée, le fait donc de privilégier donc des régimes en particulier tels que la banane, le riz, la pomme, etc. Donc, sachez que du point de vue donc la scientifique, il n'y a aucune preuve de l'efficacité, donc que ce soit de l'arrêt de l'alimentation ou d'un régime en particulier sur la diarrhée. Donc là, on ne va pas conseiller ou privilégier un régime en particulier. Donc l'enfant pourra continuer donc, à s'alimenter habituellement avec les repas qu'il reçoit habituellement. Si l'enfant, par contre, donc, est déshydraté et qu'il nécessite une réhydratation intraveineuse, donc là, on peut interrompre donc, l'alimentation au moins durant les 4 à 6 premières heures, donc le temps que l'enfant soit réhydraté. euh, donc, et que l'enfant, donc, des fois, parfois, l'enfant n'est pas bien au point, il est peut-être obnubulé, un peu pas très conscient. Donc là, le fait de l'alimenter n'est pas très judicieux. Donc, on l'a dit, donc l'allaitement également doit être poursuivi, qu'il soit donc maternel, qu'il soit maternel ou bien artificiel. Donc, a fortiori, donc s'il est maternel, s'il est artificiel, donc en fonction de l'âge de l'enfant, si c'est un nourrisson donc âgé de moins de plus de 4 mois, qui n'est pas dénutri, c'est-à-dire qu'il a une bonne croissance, donc la stature pondérale, qui n'a aucun antécédent, notamment allergique, là, on continuera donc, à de réalimenter avec le lait, avec son lait donc, habituel. Par contre, si le nourrisson donc, est âgé de moins de 4 mois, on pourra changer, modifier donc, le lait par un lait antidiarrhéique ou bien un lait qui LF, c'est-à-dire que ce sont donc, des laits qui ne contiennent pas donc, de lactose, ou bien un hydrolysat de protéines. Là également, c'est des laits qui ne contiennent pas donc, de lactose. Donc l'hydrolysat donc, des protéines est également indiqué, son indication principale étant l'allergie aux protéines de lait de vache. Donc vous l'avez certainement vu avec Dr Selim lorsque vous avez fait donc, les diarrhées donc, la chronique. Donc là, l'autre indication des hydrolysats de protéines, c'est lorsqu'on a une diarrhée par exemple qui persiste chez les moins de 4 mois. Donc ce changement de lait n'est pas obligatoire, ça reste à l'appréciation du médecin. Ou bien si vous voyez que par exemple lors de la reprise donc, là, lors de la reprise donc, là, du lait donc, là, habituel, c'est-à-dire lorsqu'on réintroduit donc, le lait habituel, vous voyez une reprise de la diarrhée, et là on va suspecter ce qu'on appelle donc, une intolérance secondaire au lactose. C'est-à-dire que lorsqu'on a une diarrhée avec des altérations villositaires, donc il se produit donc, là, des altérations au niveau des villosités intestinales, et sachant qu'au niveau des villosités, c'est là où la lactase donc, existe, donc c'est-à-dire donc l'activité lactasique est principalement se situe au niveau de la villosité, donc on va avoir une réduction donc là, de l'activité lactasique, donc ce qui entraîne donc une la digestion donc, là, de ce sucre, donc de ce lactose. Donc le temps que ces villosités donc là, soient restaurées, donc et le temps donc, à peu près donc 1 à 2 semaines, donc on pourra instaurer donc un lait de régime à ce moment-là pour éviter que la diarrhée donc, là, ne persiste. Voilà. Donc, uniquement donc, dans ces situations-là donc, où ces laits de régime trouvent leur intérêt. Pour les traitements donc, médicamenteux, donc le traitement donc, là, de la diarrhée, donc l'OMS donc, là, considère qu'un antidiarrhéique
est un médicament qui est censé réduire donc, le débit de sel de moins de 30% par rapport donc, à un traitement placebo. C'est-à-dire quand on fait des essais cliniques, donc on donne à l'enfant un placebo, donc juste un placebo, donc, et en parallèle, donc, on donne le médicament. Il faut que le médicament ait réduit donc, le débit de sel de 30%. Donc, le débit de sel, donc, on l'apprécie en pesant donc, là, les couches. C'est-à-dire donc, euh, quand l'enfant donc, a fait de la diarrhée, donc généralement, normalement, pour surveiller donc, le débit de sel, donc, on pèse la couche. Donc à chaque fois, donc, on va peser donc, la couche. Et lorsqu'on, de jour en jour, on voit que le poids des sels donc, baisse, ça veut dire que le débit de sel baisse. C'est un signe donc, d'amélioration, de bonne évolution. Donc c'est comme ça qu'on atteste donc, d'une diminution donc, du débit de sel. Et sinon, donc, les médicaments, donc peu de médicaments, donc, c'est-à-dire entraînent donc, cet effet-là, cette efficacité-là, donc là de réduction de 30%. La plupart des médicaments réduisent donc plutôt la durée donc, de la diarrhée, c'est-à-dire donc, au lieu de durer 4 jours, donc elle va durer donc un mois, elle va durer donc 3 ou 2 jours. Donc, parmi donc, les médicaments dont on dispose donc, là, sur le marché, donc, en pharmacie, on a donc, le Turfan, donc le racécadotril, donc nous avons donc, la diosmectite qui est donc, là, le Smecta, que vous connaissez certainement, et le loperamide également qui est donc l'imodium. Donc sachez que ces deux-là, donc le Smecta et l'imodium, donc, là, actuellement donc, là, sont contre-indiqués donc, là, chez les moins de 2 ans. Donc on ne pourra pas donc, les utiliser donc, là, chez les moins de 2 ans. Donc l'imodium, c'était connu donc, là, depuis assez longtemps, puisque pouvait être à l'origine de Nélius, puisqu'il agit sur la motricité donc, intestinale, et peut provoquer des Nélius avec donc, des cas de décès qui ont été rapportés chez les enfants de moins de 2 ans. Donc, le Smecta, par contre, donc, son interdiction chez les moins de 2 ans est beaucoup plus récente, également, donc c'est par rapport donc, à la présence donc, de plomb, enfin, avec un risque d'intoxication, mais c'est plus donc, un principe donc, de précaution. Donc, là, en Algérie, donc, la vente est libre, donc on peut s'en procurer, donc, même pour des moins de 2 ans. Mais sachez qu'en France, par exemple, donc, ce médicament, donc, son utilisation a été limitée chez les moins de 2 ans. Le Turfan, par contre, donc, est largement donc, utilisé, notamment lorsque la diarrhée est dite donc, la sécrétoire, donc, avec souvent le cas donc, des diarrhées donc, la virale donc, aqueuse. Mais c'est-à-dire que leur efficacité donc, est variable et leur prescription n'est pas obligatoire. Donc les antiémétiques, donc là pour arrêter donc là, les vomissements. Donc là, donc les sociétés savantes, notamment donc, européennes de gastroentérologie, donc ne conseillent pas d'utiliser des antiémétiques. Donc vous le verrez aussi lorsque vous ferez donc les vomissements. Il y a beaucoup d'antiémétiques, notamment donc, le primpéran par exemple, donc la dompéridone, etc. Ont été limitées, leur utilisation a été limitée chez les enfants en raison donc, d'effets secondaires. Pour ce qui est donc, des probiotiques donc, et du zinc, donc les probiotiques, donc, là, ce sont donc, des bactéries, donc des bactéries qui sont déjà présentes dans l'intestin. Vous savez donc que la flore donc, intestinale contient des milliards donc, de bactéries, et ce sont des bactéries qui sont bénéfiques à l'organisme, elles ont un rôle immunitaire et de tolérance, notamment donc, dans les phénomènes donc, allergiques. Donc il y a certaines bactéries, telles que par exemple la Saccharomyces donc, la boulardii, donc, connue sous le nom de l'ultralevure, peut apporter donc, une certaine efficacité dans la diarrhée. Donc le zinc également donc, a été recommandé par l'OMS donc, et l'UNICEF donc, pour traiter donc, ce type donc, de diarrhée. D'ailleurs, donc, certains sels de réhydratation qui sont utilisés donc, pour prévenir la déshydratation contiennent donc, systématiquement donc, du zinc. Donc les traitements antibiotiques, bien sûr, ne servent à rien lorsque la diarrhée donc, est virale, qui est donc le cas le plus fréquent. Donc il ne sert à rien de donner des antibiotiques en cas de diarrhée donc, virale. Mais par contre, si vous avez donc une diarrhée bactérienne et qui est documentée, vous avez donc une coproculture qui a identifié par exemple une Shigella, donc vous avez donc un certain nombre d'antibiotiques, des préférences, non, par préférence, donc, qui sont donnés dans ces cas-là, notamment également dans des salmonelloses, d'accord, mais surtout chez des patients en particulier, ce sont des patients à risque, dits à risque, d'accord, donc immunodéprimés, ou bien chez des jeunes, très jeunes donc, nourrissants, ou bien chez des enfants avec donc, un tableau de sepsis donc, sévère. Le campylobacter également donc, a un des traitements donc, là, spécifiques. Donc là, j'insiste sur le fait qu'il faut, dans ces cas-là, que ça soit donc, documenté par donc, une coproculture. Voilà, donc l'antibiothérapie, donc dans ce cas-là, on l'utilisera la voie parentérale, c'est-à-dire IV, donc lorsqu'on est à l'hôpital, donc lorsque l'enfant
ne peut pas avaler donc l'antibiotique par voie orale. S'il a un déficit immunitaire, là aussi, s'il y a un état septique donc là, sévère, et s'il est très jeune, donc là on privilégiera donc, la voie intraveineuse. Mais sachez que ces cas sont très, très rares. Donc on finira par donc, l'aspect préventif. Donc l'aspect préventif, bien sûr, reposera sur l'hygiène donc, des mains, l'hygiène donc, en sa globalité. Mais sachez qu'il il existe un vaccin contre donc, le rotavirus qui est utilisé donc, là, en France, mais qui n'est pas utilisé donc, là en Algérie. Voilà. Donc, ce vaccin n'est pas également obligatoire, même en France, et il se donne à partir donc, là, de donc, là, 6 semaines. Donc, c'est un moyen comme un autre donc, là, pour se protéger contre la diarrhée. Voilà. Donc, je pense qu'on est arrivé au terme donc, là, du cours. Donc, je vous donne rendez-vous la session prochaine pour aborder donc, la déshydratation. Voilà, je vous remercie.